deuxième admiration, mais ça, on l'a déjà évoqué, c'est lui, évidemment. Oui. Le très très beau visage de Raymond Aron. Raymond Aron. Juste à la fin de sa vie d'ailleurs, parce que au moment où il est à l'Express. J'aimais beaucoup cette posture de l'intellectuel, même si pour moi, je ne concevais pas le rôle d'intellectuel sans l'action, parce que pour moi, un intellectuel qui n'agit pas, c'est un intellectuel qui dit aux autres ce qu'il faut faire, mais qui n'essaye pas de le faire lui-même, donc qui ne se confronte pas à ses propres erreurs. Et quelqu'un qui agit sans être un intellectuel, c'est la marionnette des idées des autres. Donc moi, je ne peux pas, encore aujourd'hui, je dis que le plus grand problème du monde, c'est la pauvreté, donc j'agis contre la pauvreté. Et j'avais beaucoup parlé de ça avec Raymond Aron, et puis un jour, je lui ai dit, écoutez, il faudrait qu'on déjeune, parce que vraiment, je voudrais comprendre pourquoi vous n'agissez pas, même dans l'opposition, ou avec nous, en tout cas qu'on fasse des choses ensemble. Puis on avait rendez-vous pour déjeuner, puis il est mort la veille. C'est resté un grand chagrin pour moi de ne pas avoir plus de relations avec cet homme qui reste une sorte de figure tutélaire pour moi. Pas parce qu'il est l'intellectuel engagé, mais l'intellectuel engagé qui n'a fait que la moitié du chemin. Et qui avait, au contraire de beaucoup d'intellectuels de gauche, un très grand respect pour les hommes politiques. Ce que je déteste chez ceux qu'on appelle les intellectuels de gauche, c'est que pour eux, la politique est l'ennemi. Et en particulier les hommes politiques de gauche. Pourquoi ? Parce que si la gauche vient au pouvoir, elle leur pique leur boulot. Un intellectuel de gauche n'est heureux que quand la droite est au pouvoir. Dans ce cas-là, il peut donner des leçons. Il a un magistère. Un magistère. Quatrième admiration, parce que je n'oublie pas Simon Attali, ton père, Ouais. c'est lui, évidemment. Gandhi. Oui. Gandhi, sur lequel tu as écrit un livre Biographie. formidable, une biographie, L'éveil des humiliés. Gandhi, pour toi, c'est la jonction entre les deux, c'est D'abord, c'est un parcours d'œuvre. J'essaye d'écrire des biographies d'hommes qui ont changé le monde par leurs idées. Sigmund Warburg dans la banque, Blaise Pascal dans la philosophie, Karl Marx, évidemment, dont j'ai fait la biographie, et j'ai cherché celui qui avait changé le monde par une idée en dehors des pays du Nord. C'est pour moi Gandhi. C'est une vie qui permet de voir cette dialectique qui me passionne plus qu'aucun autre entre l'action et la réflexion. Parce que Marx, il a essayé d'agir, mais c'était pathétique. Il a créé une internationale avec 7 membres. Alors, ça n'a pas été très loin. Il a fait un texte, évidemment, le manifeste, qui reste encore d'une extrême actualité. Mais tandis que Gandhi, il a non seulement été un immense intellectuel, mais il a porté tout un peuple vers la révolution. Et il a, sans lui, l'indépendance indienne aurait lieu, mais elle aurait été faite de fer et de sang, et elle aurait été effrayante. Et il a réussi à maîtriser la violence. C'est donc une vie qui est annonciatrice de l'ensemble de l'humiliation du monde d'aujourd'hui, et de ce qui peut venir si l'éveil des humiliés ne se fait sans que des Gandhi soient là, et que ce soit des Ben Laden au lieu des Gandhi, ce qui est vraisemblable. Et en même temps, cette vie est en même temps une vie humaine, pas abstraite. C'est ça qui est passionnant, parce que c'était un homme, comme chacun de nous, plein de mesquinerie. Il a le goût du pouvoir, il a un goût de l'image, il invente le rapport aux médias. Cet homme fait quand même la couverture de Time Magazine 2 fois, ce qui est la seule fois qu'un non-européen, non-américain fait la couverture de Time Magazine dans les années 30. Un rapport aux femmes extraordinairement particulier, mettant de côté totalement ses enfants avec une violence extrême, donc il n'est pas sympathique entièrement, loin de là. Mais cette vie, un petit peu comme Marx aussi d'ailleurs, qui lui aussi a écarté sa vie de famille complètement, a oublié ses enfants pendant très longtemps, laissant même, préférant travailler à la bibliothèque du British Museum plutôt que de gagner sa vie, et parce que son livre était plus important que de gagner sa vie, au point qu'un de ses enfants meurt de faim. Un enfant de Marx meurt de faim ? 2 enfants. Il y en a un qui meurt littéralement de faim et qui meurt de maladie. Comme sa femme, mère de l'enfant, a dit elle-même, si on avait vécu à la campagne, si on avait été à la mer, il serait sans doute pas mort. Mais Marx a refusé de travailler et de gagner sa vie. Il préférait vivre de la mendicité de quelques amis et de travailler à la bibliothèque plutôt que de gagner sa vie. Donc, il y a dans ces personnages, de même chez Pascal ou chez Warburg, dont j'ai parlé, on ne peut pas être un être d'exception sans être fondamentalement égoïste. Toi aussi ? C'est peut-être pour ça que je suis pas un être d'exception, c'est que j'ai du mal à être égoïste. Mais non, j'ai du mal. D'abord parce que j'ai une passion absolue pour mes enfants, que j'ai l'impression que je fais tout pour les faire passer avant tout. Mais c'est vrai que écrire exige une vie de moine totale. Moi, je travaille sur un livre qui m'intéresse beaucoup, sur le thème, le sujet, c'est le titre, c'est Consolation.
Je m'intéresse à la façon, non pas dont on accompagne les morts dans la dernière demeure, mais dont le processus d'accompagnement est en fait un processus de consolation des vivants. Je crois qu'on est dans une société qui a besoin de consolation, parce que nous sommes de plus en plus seuls. Tous les rites sociaux se rompent, se cassent. Nous sommes une société qui, ayant fait de la liberté individuelle la valeur absolue, a fait de la déloyauté la valeur absolue. Parce que la liberté, c'est la déloyauté. Si je suis libre, je suis en particulier libre de ne pas être loyal. Donc je suis seul, chacun pour soi. Rien ne reste de mon rapport aux autres, sauf celui que je décide, c'est-à-dire celui qui me sert. Et donc cette solitude, qui est l'expression ultime de la liberté, elle doit se compenser par une consolation. Une consolation dans la peur de la mort, une consolation dans la peur de la solitude, une consolation dans le silence. Voilà. Donc je suis convaincu que c'est déjà un grand métier que de consoler. Mais la fonction même de la société, c'est de consoler. Ce qui est d'ailleurs extrêmement dangereux, parce que si la société n'est qu'une machine à consoler des êtres déloyaux, c'est vraiment la fin de l'espèce humaine, quoi. L'intelligence console. L'intelligence, si elle est seule, elle égare. Non, mais elle aide les autres. Elle aide les autres, oui. C'est l'intelligence altruiste, oui. L'intelligence altruiste. Tikkun olam, réparer. Si on répare, oui. On revient à la réparation du début. Hein. Comme si c'était ta mitzvah, comme on dit en hébreu, ton devoir. Oui, c'est un devoir. C'est-à-dire, c'est un devoir, et en même temps, j'ai toujours pensé que c'était un immense privilège que de pouvoir rendre service. Je vis comme ça. Quand je peux être utile, j'ai vraiment l'impression, quand on me dit merci, je dis non, c'est moi qui vous dis merci de m'avoir permis d'être utile, quoi. Je le vis vraiment comme ça. Ce que je fais en microfinance, mais c'est un plaisir. Planète Finance. C'est un plaisir incroyable d'être dans le monde entier, de voir. C'est moi, quand je suis avec des femmes indiennes ou des femmes du Pérou, je vois ce que nous, on leur apporte et ce que ça change de leur vie. Mais c'est moi qui les remercie de m'avoir permis de ressentir cette émotion, quoi. Comme si tu rendais. Comme si tu rendais quelque chose. D'abord, évidemment. Je rends, mais en même temps, oui, c'est sûrement rendre, parce que je l'ai reçu, mais c'est aussi faire en sorte que mes enfants ne vivent pas dans un monde sauvage. Je pense que nous allons laisser à nos enfants un monde pire que celui que nous avons trouvé.